car il s'agit d'un projet important, le projet sur l'autisme. C'est notre première publication en direct, en fait, événement en direct Facebook. Je suis touchée de voir qu'il y a tant de gens autour de la table. C'est très important pour nous. Au Sénat, nous avons commencé à cheminer sur cette voie il y a 10 ans maintenant. Nous avons déjà progressé, notamment par la publication de notre rapport Pay Now or Pay Later. Aujourd'hui, nous voulons parler d'une seule voix et le Sénat, en fait, parle toujours d'une seule voix. Alors, c'est pour ça que je crois que nous faisons l'histoire aujourd'hui. Je vais vous présenter nos panélistes aujourd'hui. Ce sont eux qui prendront la parole aujourd'hui. La sénatrice Thomas Bernard, qui prendra également la parole. Nous avons Jonathan Weiss, qui est un universitaire de l'Université de York. Nous avons aussi Carter Grusis. Il est un étudiant en gestion. J'ai aussi ma très bonne amie Nathalie Garcin, elle vient de Montréal. Elle est une psychologue. Elle va nous parler de son bon travail. Donna Griespan, elle a elle-même 2 enfants autistes. Nous avons aussi Thomas Anderson, qui est le directeur général de Giant Steps, une école. Nous faisons tout notre possible pour améliorer les choses. Donc, nous représentons toutes les facettes de l'autisme. Nous nous sommes réunis aujourd'hui pendant le mois de l'autisme à l'invitation du service des communications. Je tiens à souligner le travail fait par notre service des communications qui est toujours exceptionnel. Nous allons commencer par Jonathan. Merci. Je suis désolée. Je devais d'abord passer la parole à Mme Thomas Bernard, sénatrice de la Nouvelle-Écosse. Elle a elle-même un enfant atteint d'autisme. Je crois que nous, en fait, commençons par la sénatrice Bernard. Merci beaucoup. Je vous pardonne de m'avoir oublié. Je suis désolée, je souffre un peu du décalage horaire aujourd'hui après un voyage à Winnipeg. Bonjour à tous et bienvenue. Comme vous le savez, nous sommes dans le mois de l'autisme. Je tiens à remercier tous mes collègues qui appuient la stratégie nationale sur l'autisme, notamment les sénateurs Monson et Oussakos, qui sont derrière les efforts visant à mieux faire connaître cette condition. J'ai été tout à fait heureuse de voir le nombre de sénateurs qui préconisent des changements afin d'améliorer la vie des gens qui vivent avec les troubles du spectre de l'autisme. La table ronde ne marque pas la fin de notre bataille pour les droits de la personne, mais le début d'un changement. J'ai bon espoir que ces changements surviendront. Je suis heureuse de voir qu'il y a tant de représentants d'organismes et de membres du public. Je remercie les membres du panel. Je remercie plus particulièrement Carter et Donna d'avoir partagé leur propre expérience. Des familles comme les vôtres nous aident à comprendre les défis quotidiens qui aideront de cette façon également les décideurs à prendre de bonnes décisions. Je sais que vous devez composer avec cette réalité tout en travaillant à apporter des changements. Je tiens aussi à remercier les nombreux participants qui sont ici et ceux qui regardent notre table ronde à partir de la maison. Ma participation à la stratégie sur l'autisme découle de ma propre expérience avec mon petit-fils qui est atteint
de l'autisme. J'ai pu constater moi-même les défis et les problèmes que sa famille a vécus afin de s'assurer qu'il reçoit toujours les services dont il a besoin pour qu'il s'épanouisse. Je sais que toutes les familles ne bénéficient pas du même soutien que notre propre Gavin. Nous voulons donc améliorer les services afin que toutes les personnes atteintes de l'autisme puissent s'épanouir et vivre pleinement leur vie. Je vous transmets en quelque sorte la voix des Canadiens qui sont parfois oubliés dans mon travail de travailleur social et de parlementaire. J'ai pu voir comment les gens atteints de cette condition peuvent être touchés de près par les politiques. Les conséquences pour ce groupe sont supérieures. Bien des gens sont marginalisés pour différentes raisons, notamment en raison de leur âge, de leur race ou de leur sexe. Ils sont souvent exclus des discussions. Mais j'espère que notre discussion permettra d'obtenir des trucs sur la façon d'améliorer notre stratégie. Je remercie la sénatrice Bernard. Vous savez qu'il y a un tunnel entre l'édifice de l'Est et l'édifice de l'Est. Et j'ai pu voir que Gavin pouvait parcourir cette distance en très peu de temps. Il court très vite. Passons maintenant à Jonathan Weiss. Il enseigne la psychologie à l'Université York. Merci d'abord pour votre invitation. Bonjour à tous. Je suis heureux avec vous aujourd'hui pour vous parler de mon expérience de l'état de la recherche sur l'autisme au Canada. Ma recherche vise à améliorer la vie des gens atteints de l'autisme et à mieux saisir les difficultés aux mesures qu'elles surviennent. Depuis 2012, j'ai une chaire de recherche financée par le gouvernement fédéral et avec l'aide de différents organismes, notamment par l'Alliance des services à l'autisme. J'ai eu le plaisir de rencontrer différents intervenants au cours des 5 dernières années. J'ai pu tirer des leçons des expériences des familles, des décideurs, des responsables, des politiques. Nous avons 15 projets collaboratifs au sein de la communauté. Nous avons publié plus de 55 articles. Nous avons également tenu des conférences partout au pays. Bien sûr, je ne suis pas simplement pour vous parler de la santé mentale et de l'autisme, mais je vous dirais que mes relations avec ces intervenants, en fait, m'ont permis de constater que la recherche au Canada dans ce domaine a beaucoup progressé. Je m'en félicite, en fait. On aborde différents aspects, l'intervention notamment, les services. Bien sûr, ce n'est pas le travail que je fais moi-même, mais c'est le travail des gens que je rencontre quotidiennement. Je crois qu'il faut reconnaître que la recherche ne porte pas seulement sur la santé, elle bénéficie également les communautés et l'éducation. Bon nombre de recherches sur l'autisme portent sur les enfants. Ces recherches ont lieu et ne permettent pas d'améliorer la santé et la vie de ces gens. Je crois que nous ratons l'objectif. Les chercheurs peuvent faire un très bon travail lorsqu'il s'agit de communiquer avec d'autres chercheurs, mais il est important que les chercheurs mettent leurs recherches au service des utilisateurs. Un de mes rôles au cours des 5 dernières années a été en quelque sorte de traduire ces recherches. Ainsi, nous avons une série de conférences en ligne. La rétroaction de la communauté a été exceptionnelle. Les gens aiment pouvoir participer
avoir leur mot à dire quant aux recherches qui ont lieu dans tout le pays. Les gens atteints de l'autisme et leurs familles méritent d'avoir accès à cette information et devraient pouvoir, en quelque sorte, façonner la recherche qui a lieu. Les responsables des politiques ont également besoin de cette information pour préparer les politiques afin qu'elles soient les plus efficaces. Dans mon rôle en tant que président, bien sûr, je fais la promotion des gens qui sont atteints de l'autisme et de d'autres troubles. Pourtant, je crois que nous pouvons faire davantage. En 2017, j'ose que nous pourrons ensemble, en tant que communauté, nous pourrons faire ces recherches sans nous limiter aux frontières physiques ou sectorielles. Les recherches qui sont effectuées dans une province peuvent être très utiles pour les gens qui habitent dans une autre province. La façon la plus utile et efficace de réaliser ces recherches consiste à avoir des mécanismes par lesquels on peut travailler de façon collaborative. Il faut faire preuve de leadership, il faut avoir des ressources, il faut avoir des communications, il faut avoir une volonté de le faire. Ce processus s'est déjà engagé un peu partout au Canada, mais je crois que nous devons faire des efforts concertés afin de mettre en place une structure pour nous assurer que cette recherche a lieu dans tout le pays. Je suis bien sûr qu'une seule voix dans la communauté, mais je suis là pour aider à améliorer la vie des personnes atteintes de l'autisme et de leurs familles. Nous allons poursuivre avec notre deuxième panéliste. Merci, Esther Ree. Je suis heureuse d'être ici. Je tiens à remercier le Sénat de son invitation. C'est grâce à nos amis, à nos champions, comme la sénatrice Bernard, le sénateur Monson, que nous pouvons progresser et tenir ces discussions sur l'autisme. Au cours des 4 dernières années, au sein de mon organisme, j'ai évalué la façon dont les gens atteints de l'autisme sont appuyés. J'ai constaté qu'il faut améliorer ces services. Il faut avoir de meilleurs programmes, de meilleures recherches, de meilleures communications avec la communauté. Je vais vous parler de 2 secteurs qui sont parmi les priorités de notre communauté. C'est-à-dire la communauté mondiale et des occasions de mettre en œuvre la recherche. La communauté rurale, plutôt. Donc, 1 Canadien sur 5 habite dans une communauté rurale. Nous avons que des études réalisées au Japon, aux États-Unis, en Suède et au Danemark ont constaté qu'il y avait des écarts entre les services en secteur urbain et ruraux. Depuis 2010, lorsque nous avons commencé le programme de subvention, nous avons entrepris de bâtir la capacité au Canada. Nous avons financé des projets dans 7 communautés rurales. Nous avons évalué comment ces communautés utilisent l'information qu'elles reçoivent et l'appliquent. J'ai commencé le réseau national de communication sur l'autisme dans 5 provinces. Dans ce réseau, nous évaluons comment les services sont offerts dans les régions rurales du Canada. Voici une liste que ce réseau a permis d'établir en matière de priorité. Il faut améliorer l'accès aux ressources. Il faut évaluer la façon dont les différentes communautés bâtissent leurs capacités. Il faut évaluer également les points forts de ces communautés. Il faut former les professionnels de la santé et s'assurer que les outils sont utilisés de la façon la plus efficace possible. J'aimerais parler
de l'emploi. Je sais que l'emploi est important pour améliorer la santé mentale, le bien-être, et également accroître le sentiment d'inclusion à la communauté. Il y a une distinction importante à faire lorsqu'il est question d'emploi. On compare souvent les travailleurs aux chômeurs. Mais il faudrait plutôt parler de participation au monde du travail. Ainsi, 7,8 % des adultes atteints d'autisme n'avaient pas d'emploi. Ils ne pouvaient pas obtenir d'emploi ou ils n'avaient pas le désir d'avoir un emploi. Dans cette même étude, 83 % des adultes atteints d'autisme avaient déclaré n'avoir aucun revenu d'emploi. Mais seulement 6 % en fait de ces gens avaient des emplois, disons, normaux, où ils travaillaient au sein des autres personnes. Et généralement, ceux qui avaient un revenu d'emploi n'obtenaient que 6 700 $ par année de cet emploi. Dans le budget de 2014, 26 millions de dollars ont été dédiés à des initiatives afin d'accroître ce niveau d'emploi. Nous avons déjà pu accueillir 500 personnes dans notre programme d'employabilité. Certaines personnes ont également été renvoyées vers d'autres programmes, dont CASDA. Je sais que ces deux programmes vont solliciter votre appui pour obtenir du financement. Nous avons également eu une rencontre sur les professions que j'ai eu l'honneur d'animer. Nous avons parlé des 7 priorités en matière d'emploi. Mon travail dans ce domaine m'a permis de constater que pour avancer, nous devons collaborer. Il faut collaborer à tous les niveaux. Je tiens tout le monde de son appui pour les priorités que j'ai énumérées. Il y a différentes recherches, notamment subventionnées par les Instituts de recherche en santé du Canada. Nous avons fait des progrès, toutefois, la réalité est la suivante. Les enjeux dont je vous ai parlé sont encore présents aujourd'hui. Nous savons que nous, ici, nous faisons notre possible pour aider les gens à avancer. Nous travaillons pour que ces gens soient embauchés au sein même de leur communauté. Mais nous avons besoin de l'aide de tous. Nous avons le temps, nous avons les gens, l'expertise pour aller de l'avant. Tout ce qui nous manque, c'est la réalisation que toutes ces familles le méritent. Merci beaucoup. Esther? Il y a une chose que j'ai apprise depuis 10 ans que je participe à ce travail sur l'autisme, c'est l'importance de ceux qui travaillent pour avancer leur cause personnelle. Ce sont des personnes qui nous ont beaucoup appris. Carter Garossi, c'est un jeune homme qui vit avec l'autisme et comme j'ai expliqué, il est étudiant en gestion des affaires au Collège Algonquin. Merci, sénateur. Lorsque j'avais 4 ans et demi, on m'a diagnostiqué avec, en fait, comme quelqu'un qui souffrait de troubles de l'autisme, troubles du spectre de l'autisme. J'avais beaucoup de difficultés à me concentrer et j'avais tendance à regarder ailleurs que le visage de la personne qui me parlait. J'avais beaucoup de mal à communiquer avec les gens parce que j'ai écrit ma propre langue. J'avais 200 mots uniques da, par exemple, pour attirer l'attention de mon frère, ou tic-tic pour savoir si je pouvais jouer avec de l'eau dans l'évier. Si quelqu'un s'occupait de moi, il n'aurait pas pu comprendre ce que je voulais. Mais ma mère a écrit un petit dictionnaire qui indiquait tous mes mots pour qu'on me comprenne.
j'avais une grande difficulté dans la vie, c'était l'école. Généralement, les enfants cherchent à parler, à contacter avec les autres. Je n'ai jamais fait partie d'un club ni participé au sport. À l'école, je faisais partie d'un groupe spécial, ce qui voulait dire que j'avais un programme d'éducation individualisée qui me permettait d'avoir certains avantages, comme par exemple plus de temps pour passer les examens, etc. Je prenais mon repas dans la salle des ressources parce que c'était un refuge pour moi. Je savais que personne n'allait me faire de mal dans cet endroit. Mais à l'école secondaire, j'ai pu avoir la possibilité d'établir des liens avec les autres. Il faut se conditionner pour comprendre que ça peut être facile de parler avec les gens. C'est aussi simple que demander à une personne si on peut s'asseoir à côté d'elle. Je dois vous avouer quelque chose qui me fait honte. Lorsque j'avais, par exemple, mon premier emploi, j'ai attendu 2 ans et demi pour avouer à mon employeur que j'avais un handicap. Je ne savais pas comment on allait réagir. Même si je savais que j'étais protégé en vertu du Code des droits de la personne, je me sentais mal à l'aise parce que je pensais que je serais traité de façon différente en étant identifié comme quelqu'un qui souffrait des troubles du spectre de l'autisme. J'aimerais qu'on crée des groupes sociaux dans les écoles à tous les niveaux pour que les gens puissent être ensemble, les enfants qui souffrent de mêmes problèmes, et créer des amitiés. J'aimerais aussi voir des cours de formation pour les parents dont l'enfant est peut-être autiste, dans l'espoir de les identifier à un jeune âge, et ainsi les parents pourront offrir de l'aide spécialisée. Le simple fait d'avoir ou de souffrir d'un handicap ne veut pas dire qu'on n'a pas les mêmes problèmes et les mêmes capacités que les autres humains. Si on a l'impression de souffrir de discrimination, on devrait avoir la possibilité de signaler. J'espère que grâce au dépistage précoce et de meilleurs efforts pour traiter les personnes souffrant de ces handicaps, nous pourrons améliorer la situation pour tout le monde. Merci, Carter. Après la fin de cette discussion, nous allons entendre d'autres points de vue des gens qui nous écoutent. Nathalie Garcin. J'ai déjà travaillé avec Nathalie. On dirait que c'est une table qui regroupe beaucoup d'amis ici. Nathalie est psychologue à Montréal. Et Nathalie, vous avez la parole. Je vais m'adresser en français pour débuter. Donc, sénateur Houtsakos, Munson et Bernard, on vous remercie chaleureusement pour l'opportunité de pouvoir vous parler aujourd'hui, mais aussi pour les efforts du Sénat canadien au niveau de la sensibilisation à l'autisme, mais au niveau d'un suivi sur le travail merveilleux que vous avez fait il y a 10 ans, en mettant sur place payer maintenant, payer plus tard, les familles d'enfants autistes en crise, ce qui nous a permis d'évoluer, ce qui nous a permis de travailler de choses bien importantes ici au pays, mais ce qui nous a aussi permis de nous connaître et de travailler ensemble en synergie. Sans payer plus tard, payer maintenant, payer plus tard, je crois que je n'aurais pas eu l'opportunité de rencontrer plusieurs personnes qui sont ici alentour de la table. Et il faut continuer avec ce momentum. Donc, j'aimerais me présenter. I'll do it in English. I'm sorry for the translation. Comme j'explique, je suis Nathalie Garcin, je suis psychologue clinique, mais j'ai commencé dans ce domaine. Ce n'était pas parce que quelqu'un de mon entourage a été affecté. J'ai été conseillé. J'ai en suivi un homme à Squamish, en Colombie-Britannique, qui travaillait dans un camp pour personnes handicapées. Et lors de mon arrivée, j'ai été tout de suite fasciné par cette question de troubles de l'autisme et je me suis beaucoup intéressé donc à
toute cette question et je dois dire que j'ai épousé ce conseiller, ce moniteur très beau que j'ai suivi en Colombie-Britannique et c'est le père de mes enfants. J'ai une clinique à Montréal. C'est une clinique disciplinaire qui offre des soins. Je vais en parler. Nous aidons les familles et aussi les particuliers qui sont affectés par ces troubles de l'autisme. Et je fais aussi des recherches cliniques. Je suis membre de CASDA, c'est-à-dire l'Alliance canadienne pour les troubles du spectre de l'autisme. Je fais partie du conseil d'administration avec des bénévoles qui consacrent leur temps et leur argent pour faire avancer la cause de l'aide pour les personnes autistes et pour parler d'une seule voix. Je suis aussi conseiller à l'Agence de santé publique et je fais partie du comité de surveillance nationale de l'autisme depuis 2012. Nous essayons d'obtenir un résultat, c'est-à-dire de faire connaître l'information sur les statistiques afin de donc avoir un résultat sur la prestation de services. J'ai été vraiment très passionné il y a 10 ans lorsque le sénateur Munson a inauguré ce programme de payer maintenant ou payer plus tard. À l'époque, j'étais étudiante à l'université Queen's et nous avions déjà préparé un document sur cette question des spectres. Et nous avons constaté qu'il y avait des inégalités, des différences de traitement et malheureusement, la situation persiste. Et c'est l'un de nos principes en tant que Canadiens de rendre les services de santé accessibles à toute la population. Parlons un petit peu des bons résultats obtenus grâce à ce programme de payer maintenant au prix et plus tard. Ce programme m'a permis d'accomplir beaucoup. L'Association canadienne a été formée grâce à cette initiative. Cette alliance a été créée afin d'utiliser les renseignements obtenus par tous les chercheurs, les intervenants, et ça a permis aussi d'entendre la voix de plus de 5000 Canadiens afin de mettre au point un plan stratégique et un plan d'entreprise aussi pour établir une feuille de route. Une feuille de route qui pourrait être adoptée par le gouvernement. Et c'est important pour nous de poursuivre cette direction. Il y a un autre domaine, c'est la surveillance. L'Agence de la santé publique, en 2012, a créé un comité pour examiner quels sont les chiffres, quelles sont les personnes affectées, comment la situation change-t-elle. Et depuis 2012, ce comité examine les façons de mieux collaborer avec les provinces et territoires afin d'établir un rapport. Ce rapport sera publié dans quelques mois et nous donnera donc des renseignements très précis sur la situation actuelle de l'autisme. Et ce sera la base qui nous permettra d'établir une planification pour les services de l'avenir. Mais il y a des choses sur lesquelles il faut travailler. Il y a beaucoup d'aspects de ce payer maintenant ou payer plus tôt, payer plus tard, qui n'ont pas encore été faits. Les recherches ont été financées. La Voix de l'autisme est un organisme qui permet de faire au Canada, mais il faut continuer cette initiative. Hier, j'ai eu le privilège d'assister à Montréal à l'inauguration du Centre Azrieli pour la recherche en autisme, l'Institut neurologique de Montréal, et le docteur Naomi a annoncé que sa famille va consacrer 16 millions de dollars à cette initiative. Et à la table était présente la ministre québécoise. Et elle voulait annoncer ce don pour que le gouvernement augmente aussi son financement pour les soins. Et parfois, il faut travailler avec les fondations et les familles pour rehausser l'image. Et des gens comme Jonathan Weiss doivent aussi être encouragés.
J'aimerais aussi parler de la reconnaissance des familles. Il y a une mère qui est venue me voir en larmes la semaine dernière. J'avais changé. Je lui ai dit que j'étais ici aujourd'hui. She was refused for the disability tax. Elle a essuyé un refus du crédit d'impôt pour sa fille de 12 ans. Elle parle très peu. Elle aura besoin de soins pendant toute sa vie et elle va probablement se retrouver dans un foyer pour adultes quand elle sera plus âgée et elle a des difficultés de comportement. J'ai la personne qui a fait l'analyse ou l'évaluation de cette jeune fille pour les aider à obtenir le crédit d'impôt pour enfants handicapés. Et même si elle évolue très bien, elle a besoin de beaucoup d'aide. Mais les bureaucrates qui ont lu l'évaluation et le formulaire qui a été soumis pour le crédit d'impôt ont décrété qu'elle n'était pas suffisamment handicapée. Donc, à mon avis, il faudrait changer la perception de l'autisme et corriger certaines erreurs ou mauvaises idées que les gens peuvent avoir concernant le niveau de support d'entretien nécessaire pour les personnes souffrant de ce handicap. J'ai parlé à la mère, je lui ai demandé quelle est la partie la plus difficile de ce processus. Et elle m'a dit que c'est parce qu'on ne reconnaît pas mes efforts et tout le travail que je fais, tout ce que nous devons faire pour notre fille. Et il nous faut donc une stratégie nationale en matière d'autisme et je suis content de voir que mes collègues ont soulevé cette même question. Il nous faut un plan, la population est en train d'évoluer. Maintenant, il y a des personnes... J'ai 45 ans, j'ai commencé à travailler à 28 ans et j'ai vu que la population a évolué, le niveau de soutien nécessaire. L'Alliance est là pour aider. Nous devons faire des plans pour l'avenir, pour les enfants qui passent de l'école primaire à l'école secondaire, des adultes qui vont passer ensuite d'un niveau d'un milieu scolaire au milieu de travail. Je suis content de voir que le Sénat ait pris des initiatives dans ce domaine. Et il faut convaincre aussi les membres des députés de la Chambre des communes à appuyer aussi nos efforts. Je vous remercie de votre attention. Merci, Madame. Je suis encore frappé par le fait, comme Carter l'a mentionné, le fait d'avoir un handicap, ça ne change rien à notre humanité fondamentale. Donna Greenspan, qui est mère de famille, 2 enfants qui ont l'autisme. Je m'appelle Donna Greenspan. Je suis mère de 2 garçons de 11 et 13 ans qui se trouvent à des extrêmes différents du spectre de l'autisme. Nous avons eu la possibilité de les faire évaluer lorsqu'ils étaient très jeunes et créer des programmes spécialisés. Au cours des années, nous avons fait appel à des services publics et privés. Et au cours des dernières 5 années, nous avons fait surtout appel aux services privés. Il y a des services publics d'intervention précoce et nous sommes très reconnaissants. Mon mari et moi-même, nous estimons que pour permettre aux enfants d'atteindre leur potentiel, il faut plus d'aide et nous l'avons fait grâce à des services privés. Il y a bien des phases de l'autisme, comme démontrent mes enfants, et il n'y a pas un seul modèle pour offrir des services nécessaires. À l'époque où ils ont été diagnostiqués, on estimait que mes 2 enfants se situaient au même niveau du spectre, un fonctionnement modéré ou moyen. Mon enfant aimé, par exemple, est un modèle de quels sont les meilleurs résultats de thérapie. En fait, c'est un enfant maintenant excessivement bavard. Et il a été le premier des classes à la fin de l'école secondaire, primaire plutôt. Et en fait, il est très gentil et fait preuve de beaucoup de compassion. Il fait du travail de bénévole tous les dimanches. Et mon mari et moi-même, nous pouvons croire qu'il va pouvoir se défendre fort bien dans la vie, pourra
avoir un emploi et payer ses impôts, grâce surtout aux services intensifs privés et publics dont il a pu bénéficier. Mais il a encore beaucoup de mal à établir des bons rapports avec les enfants du même âge et a beaucoup d'angoisse. En fait, il a été reconnu. Il a en fait assisté à beaucoup de groupes pour améliorer ses compétences sociales. Il peut être très difficile d'obtenir des services de qualité et souvent les listes d'attente sont très longues. Et au cas où je l'aurais oublié, je dois dire que ça coûte très cher. Le mois dernier, on nous a expliqué qu'il allait pouvoir bientôt recevoir des services au cours des prochains mois parce que son nom serait bientôt en haut de la liste. Ça fait 8 mois, donc 8 ans qu'il essaie d'avoir ces services. Le plus jeune des garçons, en fait, contrairement à son frère, il n'a pas pu faire des progrès rapides. Il a pu acquérir de nouvelles compétences, mais il a toujours avancé de façon très lente et parfois il y a eu des périodes de régression. Nous avons un éducateur qui est financé par le gouvernement qui arrive à la maison, qui vient à la maison 1 heure pendant toutes les 6 semaines. Et ce n'est pas du tout ce qui est nécessaire. Et il est bien possible que nous perdions ces services. Il a besoin de beaucoup de surveillance, il n'a aucune compréhension du danger, il a tendance à s'égarer. S'il doit bien apprendre, il lui faut beaucoup de répétitions. Le modèle AVA semble marcher mieux pour lui. Il est dans une école spécialisée et il reçoit une thérapie spéciale à la maison. Il continue à grandir et à acquérir de nouvelles compétences. Mais aller chez le médecin, chez le dentiste ou même se faire couper les cheveux, c'est parfois très problématique. Je crains beaucoup le jour où le pédiatre de mon fils soit à la retraite. Souvent, je me suis trouvé dans une clinique lorsqu'il a besoin d'antibiotiques et on me dit qu'il n'est pas possible de le recevoir, qu'il va devoir être reçu par son médecin. Je ne peux pas du tout imaginer ce qui va se passer quand il aura besoin de plus de soins. Étant donné la pénurie des services pour ces enfants, nous craignons beaucoup pour l'avenir de notre plus jeune fils. Quelle sera la difficulté d'obtenir les services lorsqu'il sera adulte? Est-ce qu'il aura droit à des services résidentiels? La pensée de ce qui va survenir pour cet enfant lorsque nous serons disparus commence à me préoccuper énormément. Il y a beaucoup de difficultés pour élever 2 enfants souffrant de cette situation, de ce spectre. La navigation des services publics et privés et on espère que tous les choix sont les bons choix. Il y a aussi la difficulté financière de payer ces interventions et aussi faire des économies pour leur avenir lorsqu'ils ne seront plus capables de subvenir à leurs besoins, quand ils ne seront pas capables de subvenir à leurs besoins. Nous avons vu des familles où les enfants n'ont pas eu la thérapie nécessaire et ont dû faire face à des crises. Lorsque je constate qu'après l'âge de 6 ans, la plupart des services sont offerts des enfants en crise grave, il est absolument essentiel d'agir dans ces cas. Mais je pense que ces situations auraient pu être évitées si on avait pu leur offrir les services nécessaires au bon moment. Et je dirais que les coûts pour le public dépassent très souvent la prestation de services nécessaires au départ. Je pense qu'il y a des provinces qui fixent des seuils pour ces services. En fait, l'autisme des enfants ne va pas disparaître. Maintenant que ces garçons se trouvent à l'école, leurs besoins ont changé, mais ils ont toujours besoin de soutien. Pour bien des enfants, l'anxiété croît avec l'âge. C'est des petits enfants qui finissent par avoir l'autisme à l'école et aussi pendant l'adolescence et leur vie adulte. Et pour mon plus jeune enfant, je refuse de croire que le fait qu'il n'ait pas atteint un seuil à l'âge de 6 ans veut dire qu'il est incapable de grandir et de devenir
une personne qui peut faire une contribution à la société. Merci, Donna. Dans nos voyages d'un bout à l'autre du pays, nous l'avons entendu à maintes reprises. Les programmes, les services diffèrent d'une province à l'autre, comme vous l'avez dit. Si une chose à retenir aujourd'hui, c'est ce besoin qu'on a d'avoir cette stratégie nationale pour l'autisme. Nous passons maintenant à Thomas Anderson de Montréal, directeur général de Giant Steps. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Je remercie les autres panélistes. Je vais vous parler un peu de l'éducation et de l'autisme. J'ai voyagé ce matin avec Nathalie. Je ne m'étais pas rendu compte qu'on travaillait dans le même domaine. Je travaille en fait dans ce domaine depuis une trentaine d'années. J'ai commencé en éducation. Je travaillais dans le domaine de l'appui aux apprenants adultes. J'ai travaillé comme adjoint dans une classe. J'ai ensuite été enseignant. Et puis maintenant, je dirige The Giant Step à Montréal. J'aime mon travail. Je suis toujours heureux de travailler avec une population si exceptionnelle. Giant Steps est un centre de Montréal qui traite l'autisme. Nous répondons aux besoins des personnes atteintes d'autisme. Nous faisons preuve d'innovation sociale. Nous voulons faire connaître ce trouble. Nous offrons de la formation et nous voulons que la société soit plus inclusive. Nous offrons des services thérapeutiques en français et en anglais dans les écoles primaires et secondaires et au niveau des adultes. Nous savons qu'avec un appui suffisant, n'importe quel individu peut s'épanouir. Je crois qu'il est important d'offrir des services éducatifs. Ça peut faire vraiment toute la différence. Il y a bien sûr, c'est l'un des facteurs qui influe sur les résultats des enfants autistes. Bien des choses ont été faites depuis 25 ans dans ce domaine afin d'appuyer les enfants atteints d'autisme à l'école. Nous avons mis au point des modèles d'enseignement pour les enfants au niveau élémentaire et secondaire. Depuis la dénomination de ce trouble dans les années 90, nous avons vu l'arrivée de nombreux enfants, élèves autistes dans nos écoles. Beaucoup de choses ont déjà été faites, mais il faut continuer. Il faut mieux comprendre l'autisme. Il faut aussi mieux comprendre comment les gens apprennent. Il faut offrir des recherches qui examinent l'aspect cognitif des enfants sur tous les niveaux du spectre de l'autisme. Il faudrait également évaluer ces outils avant de les utiliser. Il faut travailler de façon intersectorielle, notamment avec le domaine de l'éducation, afin de surmonter les difficultés. Chaque année, nous devons obtenir, en fait, de sources privées, 1/4 de notre budget. Donc, il faut investir dans ce domaine aussi. On a aussi parlé auparavant de l'absence de services dans certaines régions. Comme on l'a dit aussi plus tôt, le taux de chômage chez les personnes autistes est de plus de 80 %. Donc, il faut leur offrir des services dans ce domaine. Il faut offrir des services à toutes les étapes de la vie, y compris pendant la vieillesse. Il faut aussi prévoir les services généraux, en plus des services dédiés à l'autisme. Il faut bâtir la capacité, il faut sensibiliser les gens afin que tous puissent comprendre ce que signifie l'autisme. Il faut travailler dans les hautes sphères, dans tous les domaines, notamment dans le domaine du transport public,
auprès des entreprises dans le secteur de la culture, du tourisme, le logement. Donc, il faut vraiment avoir une vision multifacétaire. Giant Steps est une école, mais nous travaillons avec des partenaires dans tous ces secteurs. Je crois qu'il faut adopter une approche intersectorielle à la mise au point de ces services. Il faut faire appel à cette synergie. J'ai un projet qui, je crois, pourrait vous montrer combien cette synergie pourrait faire toute une différence. À Montréal, on a mis au point un projet de ville inclusive, afin de mieux former les premiers intervenants sur l'autisme. On travaille auprès de Laval et de Montréal. Nous avons mis au point des formations en ligne pour les premiers intervenants. Vous savez, les policiers, les pompiers. Nous avons mis au point ce projet. C'était très bien. Mais nous avons besoin... En fait, nous avons pris cela comme un tremplin vers d'autres relations avec des organismes d'ailleurs au Canada. Nous offrons notamment cette formation par l'entremise du réseau des policiers au Canada. Cela démontre qu'avec de tels partenariats, nous avons pu desservir tout le pays. Ce rapport dont vous avez parlé, le payer aujourd'hui ou payer plus tard, renfermait des recommandations, notamment au sujet d'une stratégie nationale sur l'autisme. Merci beaucoup, Thomas. Il nous reste 10 minutes pour avoir cette conversation. Je crois qu'il nous faut vraiment une table ronde, une table ovale, comme ici, où nous aurions le premier ministre, les ministres, les premiers ministres provinciaux également, pour avoir cette discussion en personne, pour imaginer des solutions innovatrices. Après tout, nous sommes le Canada. C'est une journée importante, car c'est la première fois que nous faisons cela avec un événement Facebook Live. Nous pouvons discuter entre nous. Peut-être un des membres du public voudrait intervenir. Je crois fermement à la promotion. Peut-être que pourriez-nous dire ce dont vous avez entendu parler ailleurs? Le micro est ouvert à quiconque voudrait le prendre. Nathalie? Nous allons avoir l'occasion de rencontrer des gens après cet événement. En fait, nous sommes ici jusqu'à 16 heures aujourd'hui. Nous allons pouvoir rencontrer les gens en personne. Donc, je crois que ce serait très bien que nous puissions avoir cette conversation avec les parlementaires pour tracer la voie en vue d'une stratégie nationale sur l'autisme. 10 années se sont écoulées depuis votre rapport et nous attendons encore après cette stratégie. Il y a des choses optimistes, néanmoins. Cet après-midi, nous allons voir Spectrum Production de Montréal, avec lequel j'ai travaillé il y a 2-3 ans. Cet organisme ne travaille pas seulement à Montréal maintenant, mais dans tout le pays. Il s'agit d'animateurs qui créent des vidéos avec des dessins animés. Et savez-vous quoi? Ces gens sont ici pour faire du travail et ils seront rémunérés. Donc, vous voyez, on paie déjà. Ces gens font des vidéos avec différentes compagnies dans tout le pays. Un ancien premier ministre m'a déjà dit que lorsque ces gens travaillent, ils vont devenir des contribuables. Je crois que ça sera intéressant de voir ça cet après-midi. Ce sera intéressant. Donc, je vous encourage à rester sur place pour voir ce que ces gens font. Avez-vous d'autres commentaires, Jonathan?
J'aimerais ajouter quelque chose à cette conversation très intéressante. Dans différentes provinces, la même question revient continuellement. Les gens nous disent « Ah, si seulement j'avais su le taux d'incidence de l'autisme au Canada, si j'avais connu ces programmes. » Je vous dis qu'il y a beaucoup déjà de solutions à ces problèmes qui surviennent. Il est intéressant de voir ce que les gens font dans la communauté, mais bien des souvent, la population n'est pas au courant de ce qui se passe. Si ces gens savaient ce qui se fait déjà ailleurs, ils pourraient répéter l'expérience dans leur propre collectivité. Donc, je crois qu'il y a des occasions d'apprendre de ce qui est déjà fait. On ne dit pas qu'il faut retourner à la case départ. Il y a déjà beaucoup de travail qui a été fait. Nous avons parlé de résilience des familles. On a aussi parlé de la difficulté à gérer toutes ces étapes que les gens doivent franchir. J'aimerais qu'il y ait un mécanisme plus solide pour partager ces expériences afin que les gens puissent en prendre connaissance au bon moment. De cette façon, pour améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de l'autisme. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je sais que vous offrez des services, des recherches d'un bout à l'autre de notre pays. Je vais reprendre un peu ce que Dr. Weiss a dit. Il existe en effet déjà des stratégies, des techniques pour les personnes atteintes de l'autisme. Il ne faut pas oublier que 68 enfants naissent chaque mois avec l'autisme. Oui, je comprends qu'il faut sensibiliser les gens. Sur 68 enfants sont touchés par ça, ils sont nés avec ça. Puis c'est un défi maintenant qui commence à devenir une crise fondamentale dans ce pays. It's become a crisis in this country. It's amazing. Grâce à ces organisations, à des gens comme vous, il y a une structure qui s'établit, des choses se font. Bien sûr, on ne peut pas le faire seul. Nous avons tous la responsabilité de mettre la main à la pâte. Ainsi, il y a un Canadien sur 68 aujourd'hui est touché de près ou de loin par l'autisme. Si nous n'avons pas encore été touchés par cette réalité, nous allons l'être au cours des prochaines années. Je crois qu'en fait, il y a peut-être un lien qui manque dans notre conversation. La responsabilité du gouvernement fédéral auprès des collectivités autochtones. La plupart des chiffres que nous avons proviennent du CDC à Atlanta. Nous ne semblons pas avoir nos propres statistiques. Il ne faut pas oublier les Autochtones, les gens du Nord au Canada. Ces gens n'ont pas suffisamment de données statistiques sur leur réalité. Bien sûr, il y a des cas d'autisme dans les collectivités autochtones, dans les collectivités du Nord. Il faut y porter attention. Je pense aussi constamment à la raison pour laquelle nous faisons ce travail. Je me souviens d'une nuit froide près du lac Huron. J'avais rencontré des parents d'enfants autistes qui avaient tous la même crainte. Qu'est-ce qui va se produire quand je ne serai plus là? Il y avait cette mère qui, les larmes aux yeux, pensait à son fils de 14 ans. Son fils, qui habituellement était très chaleureux, voulait des câlins, mais parfois il avait des crises
Et la seule façon qu'elle avait de s'en tirer lors de ces crises, c'était de courir. Et qui devait-elle appeler pour s'occuper de son enfant à ce moment-là? C'était la police. Vous avez parlé d'intervention avec la police, de comment intervenir également au sein des écoles en cas de crise par un enfant autiste. Mais vous savez, il y a pourtant tant d'autres solutions. Il faut insister. Voulez-vous intervenir dans la discussion? Pouvez-vous parler au micro, s'il vous plaît, afin que tous puissent vous entendre? Il s'est écoulé déjà 10 ans. Alors, ma question pour les gens autour de la table serait, quelle est la prochaine étape à franchir pour obtenir cette stratégie nationale? Nous attendons depuis 10 ans, on a beaucoup parlé. Nous sommes conscients du besoin. Nous sommes conscients du fait que la population a besoin de services et de soutien. Selon vous, et ma question s'adresse à tous, quelle est la prochaine étape à suivre pour avoir cette stratégie nationale? Le mois d'octobre est le mois de sensibilisation à l'autisme. Vous savez, au Sénat, on ne fait pas de la politique. On s'occupe des gens. Nous allons envoyer notre motion à la Chambre des communes, au cabinet, au premier ministre. N'oubliez pas, nous n'allons pas nous laisser tasser. Nous avons une mémoire institutionnelle. C'est la première étape à prendre, je crois. Je crois que c'est à nous trois, les trois amigos. Nous devons avoir cette rencontre avec la ministre de la Santé. C'est important. La sénatrice Bernard a quelques mots à vous dire. Rapidement. Tout d'abord, merci. Merci à tous. C'est très inspirant de vous entendre. J'ose espérer qu'au moins une chose va se produire. Pendant le mois d'octobre, nous parlons de sensibilisation. Nous sensibilisons les gens, c'est très bien. Mais nous devons passer à l'action. Aucun enfant dans notre pays ne devrait attendre 8 ans pour des services. Aucune famille ne devrait vider ses propres comptes en banque pour offrir ou complémenter les services offerts par le secteur public. Oui, il faut avoir cette approche intersectorielle. Ce n'est pas uniquement une question d'éducation, c'est une question de vie. Il faut adopter cette approche intersectorielle à notre travail. Merci. Sénateur Oussakos, merci beaucoup d'être venu. Je suis au Sénat depuis plusieurs années maintenant. Et je vous dirais que la plus grande satisfaction est peut-être d'offrir ce deuxième regard sur les lois du gouvernement, de la Chambre des communes. Jack, viens ici. Jack, vous pouvez vous présenter? Bonjour, je m'appelle Jack, j'ai 13 ans et je suis autiste. À l'école, parfois, on se moque des enfants qui ont l'autisme. Pensez-vous qu'il serait possible de sensibiliser les enfants à l'autisme, leur expliquer qu'on ne devrait pas se moquer des autistes, que ce n'est pas une blague, c'est une vraie condition. C'est une très bonne observation, Jack. Nous sommes ici pour sensibiliser le public et aider les gens à comprendre ce qu'est l'autisme. Parce que souvent, les gens se moquent de ce qu'ils ne comprennent pas. Mais une fois que les gens sont renseignés, sont éduqués, ils ne s'en moquent plus. Ce que nous faisons aujourd'hui, ce n'est qu'une petite étape sur le chemin de la compréhension. Mais vous aussi, Jack, vous avez un travail à faire. Les gens m'ont dit auparavant que vous parliez beaucoup, mais moi, quand j'étais à l'école,
Je parlais beaucoup. Parfois, j'étais expulsée de la classe parce que je n'arrêtais pas. Et bien sûr, il est devenu politicien plus tard, dit le sénateur Munson. Merci, Jack. Je crois que s'il y avait un point à retenir aujourd'hui, nous l'avons entendu aujourd'hui à la fin de la réunion. Nous allons faire de notre mieux. Sur ça, nous allons clore notre rencontre. Je crois que c'est un moment historique. Je remercie notre service des communications encore d'avoir pris l'initiative. Et bien entendu, n'hésitez pas à aller voir la foire d'information.